Ce projet, il a été difficile pour moi de centrer directement sur le projet médical avant de parler du projet d'établissement. Donc, j'ai essayé de structurer cette présentation en 3 grandes rubriques. La première rubrique concernant les rappels management hospitalier, rubrique très rapide, sera la notion du projet d'établissement, la place du projet d'établissement et son importance, d'autant plus qu'elle est ancrée par la voie législative, c'est dans la loi 1811. Et enfin, je vais essayer de centrer sur la structuration du projet médical qui constitue le cœur du projet d'établissement. Donc, sans trop tarder, comme vous le voyez au niveau du titre, que le projet d'établissement est un outil important de pilotage du management moderne des 1811, vendu le projet médical qui doit être impérativement centré sur le patient. Le projet médical, c'est un projet, comme son nom l'indique, médical, centré sur le patient. Le cœur du métier d'un hôpital, ce n'est pas de construire les sanitaires, de construire les salles d'attente, de construire les enseignes. Le cœur de métier d'un hôpital, c'est de soigner un malade. J'aime bien cette caricature que nous avons repris et pour vous dire que ce n'est pas une problématique. C'est une problématique monde, au fait, ce projet, la dimension du projet médical. C'est comment permettre à un directeur, comment permettre à un hôpital d'où l'intérêt, vraiment la nécessité, pour le PIR, comme l'indique cette caricature. Pour rappel, le système de santé doit fonctionner au regard des ressources humaines, de ressources matérielles, de ressources financières, de l'information, de la fourniture, du transport, des communications et surtout des orientations stratégiques du pays. Tout système de santé au monde doit se reposer, doit répondre il y a le projet médical qu'on va voir dans quelques minutes. Donc, le management, pour rappel, effectivement, il y a la nécessité d'avoir une nouvelle gouvernance centrée sur l'organisation de l'activité. Bien entendu, il y a le projet managérial, il y a le projet de ressources, on va les voir, il y en a énormément de projets, mais le projet d'établissement doit être centré sur le patient. Et pour qu'il soit centré sur le patient, il faudrait qu'il y ait le projet médical bien maturé. Et le projet d'établissement, il améliore non seulement la gouvernance, donc il favorise la qualité, il met le patient au centre, c'est passer d'une logique de l'acte thérapeutique vers une logique de parcours de soins. Aujourd'hui, n'importe quel professionnel, n'importe quel chef de service, il va vous parler de la thérapie, la dernière thérapie, la dernière... Mais bon, d'accord, mais est-ce qu'elle améliore pour autant le parcours de soins? Non, c'est pas évident. Comme vous le savez si bien, je l'ai dit et je le redis pour les gens qui m'écoutent pour la première fois, la notion de médecine, elle a évolué de la notion de 3P vers la médecine de 6P. Les P, c'est la prévention, c'est l'approche personnalisée, c'est la thérapie, c'est la précision dans nos diagnostics. Et enfin, surtout, c'est le parcours. Aujourd'hui, la mobilité de patients n'a pas de limite sur la planète. On a des malades qui partent d'Algérie pour se soigner en Inde. On a des malades de Turquie qui partent se soigner en Tunisie. Des Tunisiens qui partent. Donc, il y a une certaine mobilité et à l'échelle planétaire. Mais à l'échelle locale, déjà, le patient d'un endroit à un autre, on lui calcule le parcours. Il n'y a pas un transport commun, ni dans l'avion, ni dans le bus, ni dans le taxi, où on ne voit pas un malade, le pauvre malade, qui trimballe un dossier médical. Alors que si on a une offre de soins, une amélioration de l'organisation de soins, c'est permettre à un malade d'accéder rapidement et correctement aux soins de qualité là
où il habite ou bien dans son territoire le meilleur possible. Donc, l'établissement d'hier, qui est basé sur les fonctions de diriger, diriger l'organisation vers les processus. Malheureusement, en Algérie, on est souvent dans l'approche de direction, gestion administrative, plateau technique, service de soins, service logistique. Ailleurs, dans d'autres pays, ce processus, il est dépassé actuellement, cette étape est dépassée actuellement, on a tendance plutôt vers les processus, à maîtriser les processus de la fonction qui domine la gestion de l'hôpital. C'est non la structuration. Et demain, ça sera un hôpital forcément qui est basé sur les processus, qui va être un hôpital ouvert, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'état des lieux en Algérie, on le connaît. Vraiment, il est ce qu'il est, voilà, avec ses insuffisances. Il y a toujours dans l'état des lieux, on demande à ce que le manager doit avoir des objectifs pour gérer. On sait que le malade, à travers le conseil d'administration, normalement, il est censé être représenté par les associations dans le conseil d'administration, mais force est de constater, hélas, dans notre pays, le conseil d'administration continue à fonctionner comme les conseils de direction de l'époque. Pour rappel, avant l'ouverture démocratique et politique et économique du pays en 1992, les systèmes de santé, les hôpitaux étaient gérés avec les conseils de direction. C'est une direction présidée par le chef de Daïra. Il n'avait pas trop de pouvoir. Or, on a fait changer les textes réglementaires en disant que ça va être un conseil d'administration, c'est un conseil délibérant, mais force est de constater que ces conseils délibérants continuent à fonctionner comme les conseils de direction, sans aucune délibération, dans la mesure où le directeur, il n'est pas comptable, il n'est pas redevable, il n'est pas comptable devant le conseil d'administration qui est un organe délibérant pourtant. Donc, l'opportunité qui nous est donnée pour notre pays, c'est que la loi 1811 qui a été pensée, je dois dire, les années 2010, bien avant 2000 jusqu'à 2010, mais hélas, elle n'a été promulguée qu'en 2018. Au fait, la maturation de la loi s'est terminée en 2014-2015, je dois le dire, parce que je le dis par acquis de conscience, pour la bonne et la simple raison que j'ai eu l'honneur et l'insigne honneur de participer activement à l'implication, à l'élaboration des items de cette loi et non à la rédaction, bien entendu. Mais la bureaucratie a fait qu'un texte de loi qui a été promulgué en 2011, nous sommes en 2025, 7 ans après, les textes d'application ne sont pas encore sortis. Donc la loi, elle dit, pour moi, elle constitue vraiment une véritable opportunité. Elle dit que les acteurs doivent imprimer aux hôpitaux un cadre de projection stratégique au bénéfice des populations. L'article 282 jusqu'à 290, c'est une section. Toute structure et établissement assurant un service public de santé est tenu d'élaborer un projet d'établissement et un plan de démarche qualité qui doivent s'inscrire dans les objectifs nationaux, régionaux et locaux en matière de développement. Je l'ai mis en rouge pour que ça soit très clair. Le cadre dans lequel nous sommes en train de donner ce cours en visioconférence repose déjà sur une loi. Une loi, elle s'impose à tous, y compris aux ministres. Après la Constitution, c'est la loi. En termes de hiérarchie des textes réglementaires, après la loi, c'est les décrets, après les décrets, c'est les arrêtés, ainsi de suite. Donc, elle est circulaire. Et là, c'est un article de loi qui oblige tout un chacun, toute structure et établissement sur un service public de santé est tenu. C'est une obligation d'élaborer un projet d'établissement et un plan de démarche qualité. On les a associés, on ne peut pas les dissocier. La démarche de projection d'un projet d'établissement doit être adossée à une démarche qualité forcément, et c'est l'un des objectifs de la planification des ressources. Je planifie les ressources au service d'une population pour rendre un service de qualité acceptable par la population. C'est tout l'intérêt de projet d'établissement dans lequel, bien entendu, il y a le projet médical qui nous réunit aujourd'hui. Je suis désolé, mais je suis obligé de faire ce rappel pour comprendre dans quel contexte il y a un projet médical. Donc, le projet d'établissement est une vision stratégique, c'est sur un plan pluriannuel et opérationnel, ça permet d'avoir un consensus d'acceptation et de vision commune,
Et bien entendu, il part toujours de l'existant, évaluer l'existant et se projeter vers l'avenir, c'est-à-dire évaluer les points forts. Il va falloir les consolider, voire même les développer, identifier les points faibles à combler et pourquoi pas avoir des nouvelles propositions nouvelles de développement. Donc, un projet d'établissement doit se baser sur la priorisation des axes à traiter. On ne peut pas tout traiter rapidement. L'approche méthodologique, il faudrait qu'il y ait une évaluation de situation, définir les buts, et enfin, évaluation initiale, le point de départ, identifier les cibles et définir les objectifs à réaliser, les activités et les moyens disponibles. Là, j'insiste sur les moyens disponibles. On ne fait pas un projet sur les moyens qui ne sont pas ni disponibles ni mobilisables. Et là, forcément, c'est un échec. Donc, autant de faire un projet d'établissement basé sur une approche projet en tenant compte des activités à réaliser et des moyens disponibles. Et après, les services d'appui, il faut avoir un appui derrière. Et enfin, faire un suivi évaluation pour réajuster et faire un calendrier et un budget, puisque nous sommes dans la logique du budget-programme qui généralement, c'est 3 à 5 ans. Il faut avoir un calendrier d'exécution avec un budget, bien entendu, et une réévaluation finale. Je reviens à la bonne plaque initiale. Ça permet que tout directeur doit se poser la question. Si je suis directeur, je ne vais pas rester sans budget. Je dois motiver la mobilisation de mes ressources. Mais pour que je puisse motiver la mobilisation des ressources, il faudrait que je m'appuie sur quelque chose. Cette chose-là, je suis directeur d'hôpital, manager d'hôpital. L'hôpital, il fait quoi? Il ne fait pas la peinture, il ne fait pas les sanitaires, je m'excuse l'expression, il ne fait pas le transport, il ne fait pas la bouffe. Tout ça, c'est des activités annexes de soutien. La raison, le cœur de métier dans l'hôpital, c'est de soigner. Donc, je vais demander à mes professionnels producteurs de soins de soumettre un projet tenable, réalisable, en tenant compte des besoins des populations pour que je puisse justifier, motiver la mobilisation des ressources budgétaires. C'est ce couple-là infernal qui doit fonctionner et qui malheureusement fait défaut chez nous en Algérie. La méthodologie d'élaboration d'un projet d'établissement, c'est réaliser, il nécessite bien entendu des étapes, réaliser l'ensemble des données d'état des lieux, faire une analyse de situation, définir les objectifs, élaborer une stratégie, programmation et orientation retenue, et faire participer obligatoirement l'ensemble des acteurs et tenir compte du contexte, bien entendu. Ça ne sert à rien de réfléchir sur quelque chose du copier-coller, comme ça se passe au Canada. La méthodologie, la démarche est peut-être contextualisée Canada, américaine, anglo-saxonne, française ou autre. La méthodologie, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de souci. Mais en termes d'objectifs, on ne peut pas avoir les mêmes objectifs parce que nous n'avons pas les mêmes besoins. Il faut toujours partir des besoins de l'état de situation et des besoins des populations. D'où l'importance d'avoir une démarche bien structurée et bien engagée pour réussir l'élaboration d'un projet d'établissement. Le projet d'établissement, c'est une succession d'étapes. La première chose, on met un comité de pilotage. Ce n'est pas le directeur seul. J'ai mis l'accent sur l'approche collaborative tout à l'heure. L'intérêt d'une approche collaborative, on augmente l'adhésion et on enrichit la réflexion et on est certain de se rapprocher de la pertinence de l'identification des cibles. On fait une analyse de situation, on fait les capacités, on identifie les capacités disponibles et les capacités mobilisables. Ce n'est pas les capacités souhaitées ou espérées, c'est les capacités réelles disponibles et les capacités fortement mobilisables qu'on pourrait mobiliser. L'identification des besoins et enfin, on va faire une formulation provisoire du projet qui est basé sur le projet médical. Il faut qu'il y ait une synergie et une cohérence, un projet d'accueil, un projet managérial, un projet social, un projet médical. Le projet médical, c'est la colonne vertébrale, c'est le cœur de métier de l'hôpital, c'est l'essentiel de l'hôpital. C'est quand le projet médical il est bien élaboré que le directeur peut mobiliser des ressources et que les autres projets annexes, c'est des projets de soutien de réalisation du projet d'établissement.
bien entendu, il faut faire une étude de faisabilité, la validation et l'approbation par les organes consultatifs d'abord et par les organes délibérants ensuite, et enfin déterminer les outils pour la mise en œuvre. Voilà l'approche, et là je demande à tout un chacun, je vais retarder un peu, c'est une approche solaire. Le soleil planétaire, toutes les planètes gravitent autour du soleil. Et le projet médical et le projet soignant doivent être le soleil, la planète solaire, dans le projet d'établissement. Et autour, il y a d'autres projets, le projet logistique, le projet immobilier, le projet de maintenance des équipements, le projet des ressources humaines, le projet managérial, le financement, système d'information, monitoring, contrôle et gestion, projet qualité. On peut rajouter autant, mais tous ces projets doivent graviter autour du projet médical. Et le projet médical, ce n'est pas une succession, ce n'est pas une somme de projets de service. Que les choses soient claires. On va les voir tout à l'heure. Dans un projet d'établissement, donc on a un établissement fournisseur de soins, et cet établissement, il fournit des soins au titre, l'identité professionnelle de l'établissement, c'est son projet médical. Ce n'est pas les structures, ce n'est pas les directeurs, ce n'est pas les chefs de service non plus. C'est l'identité professionnelle. Il faut que l'hôpital ait une identité professionnelle d'activité médicale qu'il développe, dans lesquelles il excelle. Bien entendu, on ne peut pas avoir une identité professionnelle sans avoir la référence de l'acteur professionnel qui est le chef de service ou les autres médecins ou les autres soignants. On ne peut pas avoir un projet managérial sans avoir un acteur professionnel à l'image du directeur ou du directoire des organes directoires. Donc, l'approche, l'idée que j'ai envie de transmettre, c'est que l'établissement doit se construire une identité professionnelle basée sur la qualité de soins et le type de soins qu'ils fournissent. La relation entre les différents volets du projet médical d'établissement, il faut qu'il y ait une synergie entre les différents projets. Le projet médical doit être en cohérence, le projet de ressources humaines doit être en cohérence avec le projet médical. Je ne peux pas prétendre avoir un spécialiste donné alors que l'activité n'est pas développée et n'est pas retenue dans mon projet d'établissement, dans le projet médical qui constitue l'ossature du projet d'établissement. Il est extrêmement important de comprendre cela. Ce n'est pas facile de changer les paradigmes dans les mentalités des uns et des autres, dans la mesure où nous avons hérité une organisation purement administrative de territoire et de personnes. Rappelez-vous, quand je vous ai dit l'évolution de l'hôpital, on évolue d'une technostructure administrative, de gestion administrative, basée sur les structures, vers un hôpital, une organisation basée sur les maîtrises des processus. Et la maîtrise des processus de gestion, ça permet de faire gagner le parcours de soins du patient et ça optimise les ressources mobilisées et bien entendu, il assure la qualité. D'où le changement de paradigme. Ce n'est pas évident, je le comprends, et c'est tout l'intérêt de mettre un projet d'établissement ancré dans la loi, à l'instar des autres pays qui nous ont devancés, qui ont eux aussi fait face à ces difficultés. Mais ce projet d'établissement doit être fondé, basé essentiellement sur l'élaboration d'un projet médical soignant, ce qui n'est pas évident. Il y a une dualité entre les directeurs et les professionnels, entre la légitimité, la légalité de nomination et la légitimité professionnelle, mais il y a aussi une dualité entre les professionnels. Chacun vous dit, c'est ma spécialité, c'est mon approche, c'est mon regard qui prime parce qu'il va jouer sur l'affect. Non, je vais traiter la paupière supérieure parce qu'elle est importante. Non, l'autre, il va dire, je vais traiter la paupière inférieure parce qu'elle est aussi importante. Sans la paupière inférieure, la paupière supérieure ne peut pas se fermer. Donc, l'œil va rester ouvert. Donc, ce n'est pas facile aussi de faire cet arbitrage entre les différents acteurs bien entendu. L'ossature d'un projet médical, là, on rentre un peu dans le cœur de ce que l'ossature centrale d'un projet d'établissement, qui est au cœur, et traduit la cohérence des synergies des projets, ce qui fait qu'il doit il doit répondre aux besoins prioritaires de la population, des priorités de santé publique, de savoir-faire, la capacité d'établissement, des choix, des axes de développement, des modes de prise en charge des patients. Donc, si on fait un projet médical, il y a des prérequis sur lesquels il faudrait s'appuyer. Ça doit répondre aux besoins prioritaires des populations.
ce n'est pas aux besoins des professionnels, c'est tenir compte des priorités de santé publique, c'est avoir les capacités de savoir-faire, ça ne sert à rien de faire un projet alors que je n'ai pas de capacité, savoir qu'il y a des capacités au sein de l'établissement, structurelles et matérielles, le choix des axes de développement, on ne peut pas tout faire, ce n'est pas parce que nous avons inventorié un ensemble d'axes, on va le voir vers la fin, ce n'est pas parce que nous avons inventorié un ensemble d'axes qu'elles sont forcément d'intérêt à développer, et il y a un mode de prise en charge du patient, parce que la finalité de tout projet médical, c'est d'améliorer la qualité de soins des populations, sécuriser, qualité à coût supportable, bien entendu, ce qui permet à l'hôpital d'évoluer. Juste un rappel de chaîne des valeurs de l'hôpital. L'hôpital ne peut pas exister, le médecin ne peut pas exister seul, mais le cœur de métier, je l'ai dit, c'est les activités cliniques. Il y a un ensemble d'activités cliniques dans un hôpital, mais ils ne peuvent pas exister sans qu'il y ait d'activités de support. Et les activités de support, c'est bien entendu, il y a le support clinique, support logistique et support administratif. Mais le cœur de métier d'un hôpital, c'est les activités cliniques. C'est l'ensemble, c'est la conjugaison des activités cliniques avec des activités de support qui sont logistiques, administratives et bien entendu de support, dossier, transport, patient, pharmacie, exploration, nettoyage, restauration, travaux, maintenance, système d'information, les finances, les ressources humaines. Tous ces items constituent des activités de support. Sans ces activités, le professionnel qui produit des soins de qualité, quel que soit son niveau de connaissance, sans ces activités, il ne peut pas les produire. Donc, c'est un couple infernal. C'est ce que j'ai dit dans la schématisation. On ne peut pas dissocier le développement des activités médicales, cliniques, qu'elles soient médicales ou médico-chirurgicales ou autres, on ne peut pas les dissocier, l'évolution de ces activités ne peut pas être dissociée de ces activités de support. C'est cette conjugaison intelligente avec un équilibre bien ingénieux qui permet à l'hôpital de se développer. Or, l'intérêt d'un projet d'établissement, c'est d'être dans un point T vers un point T2. Pour qu'on puisse faire cette transition, cette évolution, il faut avoir une vision stratégique de l'activité médicale qui constitue le cœur de métier de l'hôpital. Donc, avoir un projet, c'est ce qu'on appelle le projet médical dans un projet d'établissement. Mais basé, tout le management de l'hôpital doit respecter cette évolution de chaîne des valeurs. Bien entendu, pour la structuration du projet médical, là, je rentre vers presque un peu l'essentiel de mon intervention, c'est comment structurer le projet médical. Parce que c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une véritable problématique pour les managers, que ce soit le directeur, que ce soit le président du conseil médical ou conseil scientifique, que ce soit d'autres acteurs, bien entendu. Donc, il y a une démarche méthodologique, tout comme il y a une démarche méthodologique pour l'élaboration du projet d'établissement, il y a une démarche méthodologique pour l'élaboration du projet médical. Je dois faire juste une précision que ce que je vous présente, c'est d'une manière générique et générale. Il y a des spécificités d'établissement qui peuvent être différentes entre un établissement de monospécialité, un établissement à vocation universitaire et un établissement à vocation générale, un établissement où il y a d'autres établissements à côté ou un établissement de semi-rural ou régional, ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins. Cependant, la démarche méthodologique doit être gardée, c'est la même. C'est-à-dire ce sont des items essentiels, principaux items d'une structuration d'un projet médical, avec les spécificités qui peuvent être enrichies. Donc, ce n'est pas exclusif ce que je suis en train de vous présenter. Je vous présente l'ossature générale et générique. Avant de faire le projet médical, on fait une introduction. Après, on fait une identification en positionnement d'établissement. On fait déterminer les axes transversaux, les projets par discipline, les enseignements et la recherche et les activités prioritaires.
Donc, je disais avoir une introduction. L'introduction, c'est qu'est-ce qui fait notre hôpital, dans quelle situation nous sommes, parce que l'hôpital, pour information, il produit énormément de données qu'il produit l'hôpital, qui sont malheureusement jamais exploitées. Elles sont réduites au signalement. On remplit un canevas, taux de mortalité, taux d'occupation, taux de rotation, et on les envoie, on ne les a jamais analysés. Et donc, dans l'introduction, il faut d'abord connaître ce que produit l'hôpital par service, par activité, par domaine. Et le positionner vis-à-vis de l'environnement dans lequel il évolue. L'hôpital, il sert des populations. Il n'y a pas de limite administrative. Je le dis bien, il n'y a pas de limitation administrative ou géographique de la distribution de l'offre de soins. Cependant, l'offre de soins, elle est par bassin de population. C'est ce qu'on appelle des territoires géosanitaires, géographiques et sanitaires, en améliorant le parcours de soins. On ne peut pas mettre des hôpitaux partout avec toutes les spécialités qui doivent fonctionner tout le temps. Parce que l'hôpital, il fonctionne en H24. Donc, c'est parce que c'est une activité spécifique, la santé, qu'on ne peut pas mettre un hôpital avec toutes les spécialités, partout, tout près du patient, et doit fonctionner en H24. C'est parce qu'on ne peut pas mettre une activité partout, tout le temps, qu'on s'organise à travers un territoire géosanitaire de distribution de l'offre de soins. J'attire l'attention de tout un chacun. Les approches administratives, les découpages administratifs de gestion de l'état civil n'ont rien à voir, n'ont absolument rien à voir, et j'insiste là-dessus sur la distribution de l'offre de soins dans un territoire géosanitaire. On voit ce qui se passe sur le terrain, qui est d'abord immoral et contre la réglementation, illégale et inacceptable et inadmissible. Un malade qui se présente dans un hôpital à Alger, Winterschool, نسكن في الرغايه يروح CHU باب الواد dès qu'il lui dit نسكن في الرغايه يقول non ولي s'il vous plaît, le système de santé a évolué. C'est vrai qu'à l'époque nous avons le secteur sanitaire universitaire où on avait le secteur sanitaire Alger Est, Alger Centre et Alger Ouest. On n'est plus dans cette logique. Aujourd'hui, la hiérarchie des soins, c'est plutôt des soins de base, les soins intermédiaires, les soins de haut niveau et les soins de très haut niveau. Donc, le territoire administratif n'a absolument rien à voir avec le territoire sanitaire. J'attire votre attention, quand on fait le projet médical d'un établissement, on le calcule par rapport à deux éléments essentiels. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est que l'hôpital, il ne part pas de zéro. Il a des archives, il a des données antérieures du mode et du type de malade qu'il recevait, quelle que soit son origine. Il va analyser la fréquentation des malades qu'il avait déjà traités, ce qui constitue une ressource extraordinaire pour savoir identifier les besoins. Le positionnement de l'établissement. Mon établissement se situe à Intaya. À Intaya, qu'est-ce qu'il y a à côté? Boumerdes qui ne dispose pas d'hôpital encore. Et il y a une densité de population avec un développement extraordinaire. À Regaya, il n'y a pas d'hôpital. À Ruiba, c'est un hôpital totalement dépassé. Donc, je dois positionner mon hôpital. Je dois le positionner par rapport aux indicateurs sanitaires et hospitaliers par rapport à la fréquentation des malades déjà de mon structure. Je vais le positionner par rapport au développement démographique autour de la situation géographique où il est implanté l'hôpital, et je dois le positionner par rapport aux offres de soins dont je suis capable d'offrir. J'ai pris cet exemple à Intaya, titre d'exemple, excusez-moi, mais c'est voilà. Je me rappelle, il y a quelque temps, Intaya, pour nous, égale pédiatrie, égale gynéco. Vraiment, c'était des écoles. Et Ruiba, c'était la chirurgie.
la chirurgie était éminemment, mais on voyait qu'il y avait une complémentarité entre les deux structures, parce que l'environnement démographique n'était pas aussi important. C'est pour vous dire, donc, le positionnement de l'hôpital, il est extrêmement important par rapport aux indicateurs démographiques de l'entourage, par rapport aux indicateurs hospitaliers déjà existants, et par rapport au développement futur projeté dans le cadre du développement de la situation où je suis, c'est-à-dire l'environnement, le développement public. Il va falloir définir les axes transversaux, parce que l'hôpital, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la chaîne des valeurs de l'hôpital, il y a des axes transversaux. L'activité chirurgicale est un axe, on va les voir tout à l'heure. Donc, il y a des axes transversaux. Arrêtez de tomber dans le piège de la spécialisation et de l'hyperspécialisation. Encore une fois, c'est centré sur le patient et non sur la pathologie. Rappelez-vous cela. Un projet médical doit être centré sur le patient et non sur la pathologie. Il doit être centré sur le parcours et non sur l'acte thérapeutique. C'est ça la nuance. Et les axes transversaux doivent s'appuyer sur l'offre de soins transversaux et sur le développement des disciplines et non de la spécialité seule. Et bien entendu, on rajoute la dimension enseignement et recherche, et elle est distincte du reste. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle hospitalo-universitaire que le projet de discipline doit absorber l'enseignement, ou plutôt l'enseignement doit absorber la discipline. Et bien entendu, à la fin, il y a les actes prioritaires. J'ai mis du temps sur cette plaque parce que les 6 étapes qui sont très très importantes dans l'élaboration du projet médical. Faire l'introduction par rapport à un état des lieux, identifier les besoins en positionnant l'hôpital, et définir les axes transversaux que l'établissement peut, les axes transversaux médicaux, que l'hôpital peut développer, quels sont les projets par discipline à développer, quel est le projet de l'enseignement et de la recherche. C'est tout un projet seul, distinct du reste. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle l'hôpital universitaire que je vais entretenir cette confusion. Parce que cet amalgame, elle nous joue un sale coup actuellement pour le développement de notre système. Avec tout le respect que je dois aux uns et aux autres, notamment aux chefs de service dits hospitalo-universitaires, mais ce sont d'abord, ils doivent être des professionnels du secteur de la santé et non l'inverse. Or, aujourd'hui, ils émargent à l'enseignement supérieur et ils travaillent au secteur, à l'hôpital. Le temps qu'ils passent à l'hôpital doit être largement supérieur à l'enseignement, au temps qu'ils passent à l'enseignement. Or, sur le terrain, malheureusement, on le constate, avec tout le respect que je dois aux uns aux autres, les gens qui sont respectueux, il y en a, et heureusement, la fac, l'hôpital, la fac. À la fin, il est nulle part, il est dans une clinique privée. D'où l'intérêt d'avoir un projet médical évaluable, clairement défini. Et bien entendu, il faut définir les activités prioritaires à réaliser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout faire. On peut retenir certaines activités importantes, mais elles ne sont pas pour autant prioritaires. Donc, pourquoi prioritaires? Parce qu'elles sont réalisables, on a les ressources, elles apportent une valeur ajoutée, un impact évident dans la population. Donc, je les définis prioritaires. De toute façon, tout à l'heure, je vais vous montrer les critères de définition de ces activités prioritaires. J'espère que c'est clair. Structuration du projet médical qui doit être au cœur du projet d'établissement doit répondre à cette méthodologie. Introduction, identification, positionnement de l'offre de soins, les axes transversaux identifiés, déterminés, les projets par discipline, un projet d'enseignement et de recherche et les activités prioritaires. Donc, ceci nécessite une démarche cohérente de gestion de projet, actualisation périodique, ce n'est pas une fin en soi, il faut toujours faire une mise à niveau et adopter les méthodes collaboratives en privilégiant, bien entendu, les missions de l'établissement. Donc, en introduction, il y a nécessité de mettre la cohérence, tout doit être en cohérence et surtout l'actualisation périodique des choix de différentes disciplines parce qu'il y a une évolution réglementaire et épidémiologique. Il faut tenir compte
de ces deux évolutions. Il faut qu'il soit en cohérence avec le projet d'établissement, je l'ai dit tout à l'heure, et adopter une démarche collaborative qui constitue un gage de succès. Les données démographiques, sociales, économiques, épidémiologiques, l'offre de soins, le positionnement de l'hôpital, les territoires sanitaires, c'est ce que je ne cesse de développer maintenant. Les axes transversaux, c'est définir les enjeux dans les projets. C'est, pour définir un axe transversal, il faut tenir compte du profil épidémiologique de la population. Il faut tenir compte des structures spécialisées et non spécialisées, les capacités existantes. Et les urgences hospitalières et les extra-hospitalières, parce qu'elles doivent être organisées en réseau avec le SAMU et tout. Les urgences, c'est un axe transversal. Il y a beaucoup de gens qui vous disent les urgences, c'est la vitrine de l'hôpital. Non. L'organisation des urgences, c'est la vitrine d'un système de santé, plus que l'hôpital. Et malheureusement, de constater dans notre pratique quotidienne, dans un même hôpital, on fait plusieurs urgences. Le malade il trimballe d'un box à un autre, d'une urgence à un autre, d'un pavillon à un autre, urgence de l'œil, une urgence du poumon. C'est-à-dire, on est organisé sur la base de la pathologie et de l'organe. Où est-ce qu'il est le malade, le pauvre? Il est nulle part. On l'a fractionné. Or, j'ai dit, un projet médical et un projet d'établissement doivent être centrés sur le patient. C'est aux acteurs professionnels de graviter autour du malade et non aux malades de se déplacer à travers les acteurs. L'erreur monumentale, c'est une conséquence d'une structuration bien réfléchie initialement, mais mal mise en œuvre sur le terrain. C'est qu'on a tellement fait développement de spécialisation et de structures et d'endroits que nous avons une multitude de points de garde, mais nous n'avons aucun point de garde cohérent avec synergie et d'activités complémentaires pour prendre en charge le malade. Donc, l'organisation des urgences est un projet, c'est un axe transversal dans un hôpital. La radiologie, la biologie, le diagnostic, la pharmacie, les spécialistes présents, le bloc opératoire, toutes ces ressources doivent être mises au service du patient. Maintenant, de plus en plus, la tendance structurelle, on est à la création des UMC intégrés. C'est justement pour lutter contre ces fractionnements et ce sillonnage et cette fracturation, si vous voulez, de la chaîne de prise en charge du patient. Et on voit de plus en plus d'UMC intégrés qui s'organisent comme des mini-hôpitaux, et tant mieux pour le malade. Je peux vous citer des exemples terribles, hospitalières et extra-hospitalières. À l'intérieur même de l'hôpital, entre les urgences, c'est-à-dire l'espace d'accueil d'urgence, et le service de l'hôpital, et pourtant c'est un même établissement. Le malade, il vient solliciter un établissement public. Je ne vais pas citer de nom, mais des gens vont se reconnaître. Il y a des hôpitaux, il y a des services, des urgences, des hôpitaux où le malade est hospitalisé pendant 27 à 30 jours dans une structure hospitalière. Pourquoi? Parce que le service de l'hôpital est pourtant, et qui fait partie de l'hôpital, le chef de service ou le médecin ne le veut pas. Ou bien il vient le voir aux urgences, cette pathologie, elle est lourde dans mon service. Donc, on a fractionné les structures hospitalières et à l'intérieur même de l'hôpital, on a fractionné la prise en charge par périmètre. Entre le périmètre d'accueil du patient en urgence et le périmètre de son hospitalisation pour les soins après avoir lu vers l'urgence, il y a un problème. Il y a un sérieux problème de communication et d'organisation et de flexibilité entre les différents périmètres de prise en charge du patient. Mais si le projet médical il est centré sur le patient et il est offert par l'hôpital, par la structure hospitalière, le service, ce n'est qu'une partie de l'organisation interne à l'hôpital. Le service, j'attire l'attention, ce n'est pas une entité c'est pas une entité, comment on appelle ça, de droit d'un hôpital. L'hôpital, je l'ai dit tout à l'heure, dans la chaîne des valeurs hospitalières, la production de soins est une chose, appuyée aux activités de support. Donc, le service n'est qu'un mode d'organisation. Le malade, il vient solliciter l'hôpital et non le service. Et aujourd'hui, c'est dommage de le constater, il y a même
des services qui sont fermés avec des hôpitaux, avec des lits réservés pour les VIP. C'est immoral. Vraiment immoral. Alors que la tendance, rappelez-vous, c'est beaucoup plus la gestion des processus. Normalement, le malade, il y a certains hôpitaux à travers le monde, l'infirmier, quand il vient le matin, il ne vient pas pour aller dans un service. Il vient le matin, il y a ce qu'on appelle le bureau du mouvement du personnel. Il lui donne, monsieur, madame, vous avez le lit numéro tel jusqu'à tel numéro. Il n'y a pas de service. Tout est open. Tout est ouvert. Le médecin, il vient, il voit le patient. L'infirmier, il voit. Chez nous, on a tellement structuré administrativement l'hôpital, on l'a tellement caricaturé qu'on a des infirmiers qui sont affectés au service de dermato avec un taux d'occupation de 0 malade et l'infirmier, il travaille pendant des années la nuit. Ou bien il est admis, il travaille la nuit et en même temps, il vous dit « Ah non, on n'a pas d'infirmier à l'hôpital ». Parce que la mobilité, alors, ni réglementairement, ni physiologiquement, ni juridiquement, ni moralement, n'est acceptée cette organisation. Parce que, logiquement parlant, les malades, les infirmiers, le personnel qui travaille la nuit, au bout de 6 mois, ils doivent redescendre au travail de jour pour ne pas créer des perturbations hormonales, du cycle hormonal de l'individu. La médecine de travail à l'intérieur de l'hôpital doivent proscrire, doivent vraiment interdire cette activité de nuit d'une manière ad vitam aeternam. Les gens travaillent la nuit parce qu'ils dorment, le lendemain, il va aller travailler ailleurs. Donc, alors que les urgences, on n'a pas de personnel. D'où l'intérêt de revoir le mode d'organisation sur la base, bien entendu, des axes transversaux qui nécessitent énormément de ressources pour qu'ils puissent travailler en H24, 12 sur 12, en temps de paix, en temps de guerre. C'est ça la difficulté des urgences. C'est que les urgences ne sont jamais programmables. C'est ce qu'on appelle les activités non programmées. Il y a des moments où c'est le calme, il y a des moments où c'est une catastrophe. D'où l'intérêt d'avoir dans l'axe transversal du projet d'établissement, le projet médical, qui constitue le cœur du projet d'établissement. Il faut tenir compte de ces aspects d'urgence, de l'axe transversal des urgences. Il y a, bien entendu, il faut réfléchir toujours l'organisation en réseau, en interne et en externe. Je viens de le dire. Si les filières ne sont pas définies préalablement dans le cadre des axes transversaux du projet médical, bien entendu, le déplacement d'un malade à un autre, d'un endroit à un autre, va reposer sur les affinités de personnes. Il appelle son copain, il appelle son ami, et malheureusement, ce n'est pas ça l'organisation d'un hôpital. C'est pour ça qu'on met un projet d'établissement, bien entendu fondé sur un projet médical bien réfléchi. On a aussi la cancérologie. La cancérologie, et aujourd'hui, c'est dommage de le constater, on voit le service de l'oncologie dermatologique, service de gynéco, l'oncologie gynécologique, le service de pédiatrie, l'oncologie néonatale, alors que la cancérologie, c'est dommage de le constater, c'est que ça touche tous les organes. Donc, l'axe, la prise en charge d'un cancéreux fait appel à une multitude d'intervenants, si ce n'est l'ensemble des intervenants de l'hôpital. C'est pour ça qu'il constitue un axe transversal dans des projets, doit constituer un axe transversal dans des projets médicaux. La chirurgie ambulatoire peut constituer un axe transversal dans la mesure où on essaie par tous les moyens de réduire le taux d'occupation, de réduire les délais d'attente du patient en développement la chirurgie ambulatoire. Rappelez-vous l'évolution que je vous ai expliquée tout à l'heure sur l'évolution de l'hôpital, d'un hôpital classique avec froid, chirurgie invasive, vers un hôpital open, ouvert, vers axé sur la chirurgie non invasive. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui demande des célios et tout. Pourquoi on demande la célio? C'est pour qu'il y ait une chirurgie non invasive, de précision et non invasive. Et si elle est non invasive, je dois normalement réduire les délais d'attente et augmenter l'accès et permettre au malade de venir se faire opérer et il part. Développer la chirurgie ambulatoire. Sur ce point précis, j'attire l'attention des DSS et des présidents des conseils médicaux s'ils sont à l'écoute. Il est extrêmement
urgent et important de centraliser la gestion des rendez-vous des patients dans l'hôpital. Il n'y a pas de raison que chaque service, chaque médecin, chaque professionnel ait un calepin de gestion des rendez-vous lui-même. On respecte cela, mais créons une entité qui doit centraliser l'ensemble de ces rendez-vous tout en les gardant chez les chefs de service et les professionnels, il n'y a pas de souci. Mais créons une entité qui doit centraliser pour mieux coordonner et gérer les ressources disponibles. C'est le même malade. Aujourd'hui, le délai d'attente pour une pièce vésiculaire, je peux vous le dire, sans citer de personne. Il y a des malades, on leur dit, déposez votre ordonnance, téléphone, on va vous appeler. Et quand ils les ont appelés, ils vous disent, on les appelle 3 ans, 4 ans après, si on ne les oublie pas. Alors que si on centralise la gestion des rendez-vous, il y a des activités qui doivent passer en ambulatoire, il y a des activités qui doivent être programmées en opératoire, au bloc opératoire, ou bien on peut réaffecter nos malades vers une autre structure à côté qui, elle a des ressources et n'a pas de malades. Aujourd'hui, il y a un hôpital submergé, il y a un hôpital vide à côté, alors qu'il s'agit d'une ressource nationale. Le malade, c'est un malade qui demande un système de santé. Ce n'est pas un malade d'un hôpital uniquement. On ne peut pas le prendre ici. L'hôpital doit s'enquérir pour qu'il soit réaffecté vers un autre. Donc, d'où l'intérêt de centraliser et d'organiser la gestion des rendez-vous de tous les malades pour améliorer l'accès aux soins du malade vers tel ou tel hôpital. L'exploration diagnostique, c'est-à-dire imagerie, biologie, c'est aussi un axe transversal dans la mesure où il fait appel à l'ensemble des disciplines. Toutes les disciplines sollicitent l'exploration diagnostique et imagerie. Là, j'attire votre attention. Il est immoral et inacceptable qu'un malade d'un hôpital soit orienté pour qu'il fasse un diagnostic en privé. C'est immoral et illégal. C'est un hôpital. L'hôpital, il est censé être un pilote. C'est le privé qui va orienter vers l'hôpital et non l'inverse, logiquement. Et bien entendu, il y a la dimension pharmacologie aussi qui peut être constituée un axe transversal. Donc là, on a énuméré quelques axes transversaux basés sur le profil épidémiologique des populations, sur la structure spécialisée et non spécialisée des capacités existantes. Donc, 2 éléments. On a quelques axes transversaux qui doivent être réfléchis dans le projet médical comme étant un axe transversal qui va faire appel aux ressources disponibles au sein de ces axes et aux ressources des autres départements pour renforcer la réalisation de ces axes transversaux avec des objectifs, bien entendu, avec des indicateurs d'évaluation et tout. Les projets par discipline doivent répondre, bon, là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment à titre indicatif, doivent répondre à cette démarche méthodologique. Il faudrait élaborer des pistes de développement de la discipline, soit en pôle d'activité, soit en activité complémentaire, tout en respectant la mission de service public. C'est pour ça que je vous ai fait au tout début l'introduction du service public. Accessibilité, continuité, adaptabilité, soutenabilité, qualité, sécurité et redevabilité. Pourquoi on dit soutenabilité? C'est pas tout à fait, c'est un français canadien, soutenabilité. Hein. Il faut qu'elle soit soutenable financièrement parlant. C'est pas parce qu'une technique elle est inventée, parce qu'elle est maîtrisée, qu'elle est nécessaire de l'appliquer dans tel ou tel hôpital. Si j'applique une technique qui n'est pas supportable financièrement, n'est pas soutenable par la collectivité, ça n'a rien à voir, ça ne sert à rien de la faire. Donc, il y a des critères d'évaluation pour prioriser telle ou telle technique. Donc, le service public, quand on élabore un projet de discipline, il faut tenir compte, est-ce que c'est possible qu'elle évolue en pôle? En pôle, c'est un ensemble, c'est une jonction d'activités complémentaires qui peuvent prendre en charge le pôle. Parce que si on prend la tête, si on développe un service d'ORL qui ne communique pas avec le service d'ophtalmo, que le service d'ophtalmo ne communique pas avec le service de neurochirurgie, quel est l'intérêt d'avoir 3 hôpitaux spécialisés dans chaque partie du cerveau? Alors, quand un malade vient, il ne peut pas être traité séparément. L'oreille ne peut pas être traitée séparément de l'œil. L'œil ne peut pas être traité séparément du cerveau. Ce n'est pas vrai. C'est pour cela qu'on essaye plutôt à aller vers la convergence des activités
et non vers le saucissonnage ou la divergence de spécialisation sous prétexte qu'il maîtrise une technique telle ou telle. Non, un projet de discipline, c'est pour ça qu'on parle de projet de discipline et non un projet de service. Il faut renforcer le projet, la discipline, que la spécialisation, que le service. C'est l'élément important du projet médical. Tenir compte de ce qui se fait actuellement, actualiser bien entendu. Donc, partir de l'état des lieux. Ça ne sert à rien d'effacer et on recommence. Ça ne sert à rien d'effacer et ramener quelque chose de nouveau, alors que ce qu'on fait, on ne l'a pas actualisé, on ne l'a pas consolidé. Je l'ai dit dans l'état des lieux. Consolider ce qui se fait de bien, combler ce qui se fait moins bien, les points faibles, et avoir des projections de développement. Les projections de développement doivent tenir compte de la faisabilité, de la capacité, de la maîtrise et des ressources mobilisables, disponibles et mobilisables. Pas des ressources souhaitées. Parce qu'on souhaite une ressource et si elle n'est pas mobilisable, donc la projection, ma planification, mon projet, forcément, sera un échec. Donc je dois tenir compte d'une réalité. Ce n'est pas parce que c'est souhaité que ça doit être fait. Donc il y a cet équilibre, cet arbitrage à faire avec soi-même lors des débats. Projet actualisé, projet en cours, ils doivent être actualisés. Programmation des ressources. Si j'arrive à programmer mes ressources en fonction de ce qui est disponible et de ce qui est mobilisable, je le retiens. Dans le cas contraire, je le mentionne et je mentionne qu'il ne peut pas être retenu comme priorité dans la mesure où il est subordonné à une planification des ressources ultérieurement, c'est-à-dire au-delà de 3 à 5 ans, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans le budget programme. C'est toute la philosophie d'un budget programme. Donc, on fait un programme d'activité qui doit être budgétisé. Et non l'inverse. Ce n'est pas chercher des ressources et je dépense et je fais une activité en fonction des ressources. Non. C'est la philosophie du budget programme, le pragmatisme, l'esprit même du budget programme, c'est avoir programmé une activité réalisable à budgétiser. Le troisième élément pour l'élaboration d'un projet par discipline, qui constitue l'ossature du projet médical. Projet médical, il y a les projets transversaux et il y a les projets par discipline. Donc, par discipline, il faut tenir compte de la coopération en intra- et en extra-établissement. Dans une discipline, il faut tenir compte de la possibilité de coopération en intra-établissement entre les différents départements et en extra-établissement, si la même spécialité, le même département, la même discipline, le même segment de discipline, il est développé par tel établissement, je fais une coopération, j'envoie mon malade vers tel établissement avec qui j'ai établi la coopération et il me revient. Je peux vous citer un exemple effarant, sans citer de nom. Et ça, je le dis haut et fort et je l'ai dit à différents ministres et heureusement, c'est pris en considération avec le temps. Dans un même établissement hospitalo-universitaire d'Algérie, nous avons 6 services. Chaque service, il a sa radiologie à part et il a son laboratoire à part. Donc, quand ils vont acquérir les réactifs, sachant qu'il y a des procédures de marché public, ils doivent faire 6 cahiers de charges différents pour les mêmes activités. Donc, comment, pour faire un bilan biologique d'un malade d'un établissement, je dois disposer de 6 machines différentes et de 6 types de réactifs différents. Vous voyez comment on a tellement, c'est-à-dire un hôpital dans un hôpital. Ce qui est extrêmement interdit et inadmissible. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une approche de coopération en intra- et en extra-établissement pour l'élaboration des projets par discipline. Dans le projet par discipline, il faudrait avoir impérativement des indicateurs de suivi et évaluation. On ne fait pas un projet sans disposer d'indicateurs de suivi et évaluation qui doivent être définis au préalable par les acteurs eux-mêmes de ce projet par discipline. Il faut développer des partenariats scientifiques. On ne peut pas être le top de la science dans mon service. Non. On ne peut pas être le top de la technologie dans mon service. Non. Donc, je vais développer des partenariats scientifiques. La science, elle est sans frontières. Et bien entendu, il faut avoir, ça c'est en termes de prospective, il faut avoir toujours à l'esprit
quand on élabore un projet par discipline, la possibilité de faire ériger la discipline comme discipline de formation ou de recherche. C'est-à-dire avoir à l'esprit l'éligibilité à la formation et ou à la recherche. Ce n'est pas parce que il y a un titre hospitalo-universitaire qui travaille dans un endroit donné que automatiquement structure plus la personne égale formation et recherche. Non, c'est faux. Donc, il y a des critères d'éligibilité à la formation et à la recherche, d'où l'intérêt de développer un bon projet par discipline. Pour rappel, possibilité de développer les activités en pôle de manière intégrée, tout en respectant les missions de service public, tenir compte de ce qui se fait actuellement, actualiser et programmation des ressources mobilisables, disponibles et mobilisables, tenir compte de la coopération en intra et en extra-établissement, chercher un impact, voilà, j'ai oublié ça, avoir toujours à l'esprit la recherche d'un impact avec des études socio-économiques. Je développe telle activité, telle discipline dans ce projet d'établissement parce qu'il va avoir tel impact et on va développer ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, on va le voir tout à l'heure, et faire de la recherche opérationnelle avec des études socio-économiques ou bien médico-socio-économiques. C'est pas si on voit la valeur économique et sociale qu'apporte cette discipline en la développant à la population, c'est un argument d'éligibilité et bien entendu pour qu'il soit retenu. Les exemples de disciplines, on peut les citer pêle-mêle, la médecine interne qui regroupe beaucoup de spécialités. Encore une fois, ça ne sert à rien de développer la cardiologie, les matos, les pathos seuls. Non, ils doivent être développés, d'accord, mais dans une vision disciplinaire de la discipline. La médecine interne, elle englobe beaucoup de spécialités. La neuro, c'est une spécialité de médecine interne. Donc, donc avoir une vision discipline dans laquelle il peut y avoir, bien entendu, les spécialisations, bien les spécialités. La pédiatrie aussi, la chirurgie, l'ensemble des activités chirurgicales peuvent rentrer dans la discipline de chirurgie. Parce que les blocs opératoires, la gestion des espaces, l'anesthésie, tout cela la chirurgie fait appel à tous ces éléments. L'anesthésie-réanimation, bon, je m'excuse l'erreur qu'il y a à l'anesthésie-réanimation, il y a un R en plus. La gynéco-obstétrique, l'imagerie, la biologie, et enfin, j'ai mis projet de la discipline santé publique. C'est dommage de le constater, malheureusement, dans notre pays. Alors, dans un projet médical de tout établissement hospitalier doit disposer d'un projet de santé publique, y compris ce qu'on appelle communément hospitalo-universitaire. Le projet de santé publique, on va le voir tout à l'heure, c'est un élément essentiel. Il est dit dans la création, tous les hôpitaux doivent développer un projet de discipline de santé publique, qu'il soit hospitalo-universitaire ou pas. Il est dit dans la création des tests hospitalo-universitaires, outre les missions de santé publique, le CHU est tenu d'assurer de développer l'enseignement et la recherche. Donc, la santé publique est un élément fondamental de tous les hôpitaux, quel que soit leur type et quel que soit leur grade et quel que soit leur niveau. Y compris parfois, y compris les établissements de droit privé. Ils ont une mission de service public et de santé publique. La fiche méthodologique pour élaborer maintenant le projet par discipline, il faut avoir les actes de développement de la discipline, c'est un peu les mêmes principes que nous avons fait tout à l'heure pour les axes prioritaires, les axes transversaux. Donc, il faut avoir les axes de développement de la discipline. Il faut connaître ce qui se fait dans l'hôpital et ce qui se fait ailleurs. Ça ne sert à rien de développer la discipline parce que j'ai un acteur professionnel qui maîtrise tel ou tel. C'est aléatoire de développer, de retenir un projet médical sur la base de la présence ou non d'un acteur. Il suffit que cet acteur parte ailleurs, tout le projet va tomber. Donc, ce n'est pas fiable, ce n'est pas viable. D'où l'intérêt de tenir compte d'abord des axes de développement de la discipline. Il y a des disciplines qui ont tendance à disparaître, il y a des disciplines qui ont tendance plutôt à se développer. Tenir compte de la situation actuelle, c'est-à-dire actualiser, renforcer et développer. Actualiser ce qui se fait, combler les insuffisances, renforcer ce qu'il y a lieu de renforcer et développer, avoir une projection de développement dans la discipline. Il faut
tenir compte de l'organisation de l'activité. Comment organiser l'activité? Énoncer le développement d'une discipline, c'est une chose. L'organiser en est une autre. Rappelez-vous les 3 cadres de planification. Réflexion stratégique, planification stratégique, mise en œuvre stratégique. Donc, il faut réfléchir, il faut planifier comment mettre en œuvre et avec quoi mettre en œuvre. Donc, l'organisation de l'activité doit accompagner le projet de discipline et non de spécialité, s'il vous plaît. La discipline englobe un ensemble de spécialités. Il faut tenir compte de la possibilité de recherche opérationnelle, clinique et médico-économique. J'ai écrit médico-économique. Évaluation de la pratique de la discipline dans l'établissement. Il faut toujours l'évaluer pour l'améliorer. Développer les activités de prévention sur la discipline. Coopération en intra et avec les autres établissements dans la discipline. Perspective, bien entendu, dans les prochains projets. C'est-à-dire la même discipline. On peut retenir certaines activités de la discipline, mais ils ne peuvent pas être retenus maintenant. Donc, on va les identifier et on va les mettre chaque 3 ans, chaque 5 ans. Rappelez-vous, quand j'ai des projets d'établissement, il est évaluable d'une manière périodique. Et ce qui est pertinent, retenable, aujourd'hui n'est pas réalisable parce que je n'ai pas de ressources, je vais le projeter, je vais le retenir pour les prochaines étapes. La fiche méthodologique du projet de discipline de santé publique, c'est celui-là dont je vous ai parlé, qui est un commun à l'ensemble des établissements, qu'ils soient hospitalo-universitaires, qu'ils soient spécialisés ou autres. Ils doivent avoir un projet de discipline de santé publique. Le but de émission de santé publique, il incombe à l'ensemble des établissements, comme je vous ai dit, parce qu'ils ont une mission de service public. Et par conséquent, ils doivent assurer la santé publique. Il doit avoir des missions d'évaluation en interne, épidémiologie, hygiène hospitalière, prévention et l'éducation sanitaire en milieu hospitalier, l'aide à la recherche clinique. Aujourd'hui, les services de médecine, de santé publique, ils sont réduits aux services d'épidémiologie et de prévention, les CMEP, qui n'existent pas partout. Au sein d'un établissement spécialisé de l'EHS, ils s'occupent de maladies nosocomiales où il y a d'hygiène hospitalière. Non! Ils peuvent participer à beaucoup d'actions, notamment évaluatives, notamment épidémiologie. L'épidémiologie hospitalière est une source d'indication à une décision. Il doit avoir les moyens informatiques, statistiques, des indicateurs et les méthodologies d'évaluation reconnues. Il doit avoir aussi le projet, plusieurs structures doivent concourir à l'action de santé publique, avoir un département de l'information médicale, qui n'existe malheureusement pas, on l'a mis au niveau du bureau des entrées pour la classification, pour la CIM 10 avec la CANAS, mais ce n'est pas la direction du département médical. Aujourd'hui, on parle du dossier électronique médical, mais il n'y a aucune structure capable de le prendre. Ce n'est pas le travail d'un informaticien. L'informaticien est un support technique, technologique. Ce n'est pas un support métier. Or, dans l'information médicale, nous avons besoin d'un département métier. Et le métier ne peut être fait que par les gens du métier. Pour revenir au département de santé, à la discipline de santé publique qui doit figurer dans les projets médicaux des établissements hospitaliers, qu'ils soient hospitaliers universitaires ou autres, il doit avoir un service d'hygiène hospitalière. Il va avoir une mission d'évaluation de la qualité de soins offerts par l'établissement. Quand je dis la qualité de soins, la qualité au lit du malade, la qualité de la perception du soin développé au malade, c'est-à-dire des enquêtes de perception auprès des patients, mais aussi et également la qualité par rapport à l'environnement. Et il va comparer la qualité offerte par rapport à la qualité souhaitée, et il va comparer la qualité offerte par rapport à ce qui se fait ailleurs et par rapport à un référentiel national ou un référentiel international. Et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer, faire améliorer notre système national de santé. La discipline santé publique doit faire la prévention en milieu hospitalier. J'ai cité tout à l'heure ceux qui travaillent la nuit, mais il y a aussi d'autres pathologies. La mortalité hospitalière, on ne l'a jamais documentée. On a le chiffre, mais on ne l'a jamais documenté. Pourquoi? Alors que c'est une source d'information extrêmement importante pour la recherche opérationnelle, pour la recherche académique et pour la publication internationale. Et bien entendu, il y a nécessité de création de départements de santé publique, carrément, au lieu que ce soit un service, il faut aller vers
la création de départements de santé publique. Rien n'empêche un établissement au-delà de l'organigramme du ministère de proposer la création d'une entité de santé publique dans son établissement. Il peut l'appeler département, il peut l'appeler comme il veut. C'est conseil sur la base d'un conseil médical consultatif mais obligatoire qui va proposer, et le conseil délibérant, le conseil d'administration va le valider et on informe le ministère de la Santé tout en respectant bien entendu l'organigramme du ministère. Après, il y a ce qu'on appelle l'axe d'enseignement et l'axe de recherche qui doivent être extraits du monde de la discipline. Vous avez remarqué que tout à l'heure, j'ai parlé de la recherche au sein de la discipline. La recherche, comment faire évoluer la discipline. Mais les axes de recherche et enseignement, ce sont des axes de projets médicaux, de projets médicaux dans l'établissement, notamment l'établissement hospitalo-universitaire. Aujourd'hui, on n'a pas, il vous dit, je vais développer telle spécialité ou telle discipline pour faire de l'enseignement. Non, c'est deux éléments très importants entre le développement de la recherche académique de la spécialisation et entre l'axe fonction, entre l'enseignement et la recherche qui sont des fonctions. Les services hospitalo-universitaires, ils ont une fonction d'enseignement. Donc, elle doit être clairement énoncée dans le projet médical. Quelle est ta fonction, comment tu assures cette fonction hospitalière et comment tu assures cette fonction d'enseignement. Il y a l'enseignement médical au sein de l'hôpital, il y a l'enseignement théorique, il y a des stages d'initiation, il y a des stages hospitaliers pratiques, nous avons les internes, et il y a la formation continue. Il y a la participation au colloque et au forum pédagogique. Tout cela doit être programmé. Colloque en S, je m'excuse, il y a beaucoup de... Je l'ai fait à 4h05 heures du matin. Et il y a bien entendu la publication indexée au titre de l'établissement. J'aurais dû le mettre en rouge au titre de l'établissement. Tous nos chefs de service, tous les hôpitaux universitaires sont à la recherche, à juste titre, certains sont à la recherche de la publication sur les publications indexées. Mais jamais au titre de l'établissement, ils le font au titre de la personne. Alors que théoriquement, logiquement, moralement, ça doit être l'établissement qui doit courir pour la publication et la publication doit être faite au titre de l'établissement. Elle doit être faite au titre de l'établissement et publiée, bien entendu, avec le nom de l'auteur, professeur Flynn, établissement Flynn. Donc, l'établissement doit tirer, je m'excuse pour la sonnerie. Donc, ça va figurer dans le projet de l'enseignement et de recherche. Toujours dans l'enseignement, dans l'axe de l'enseignement et recherche, il est indispensable de projeter la progression du projet médical. Aujourd'hui, on a un projet médical d'une telle ou telle spécialité, l'enseignement de projet médical, mais je peux avoir une vision pluriannuelle et je vais retenir par étapes. Je vais réaliser pendant 3 ans telle et telle activité, mais avoir une vision lointaine et une démarche pragmatique progressive. Mise en place d'une entité de recherche clinique au niveau de l'établissement, ça aussi c'est une possibilité, tout comme on peut mettre en place un département ou une entité de santé publique, on doit pouvoir mettre, ce n'est pas la DAPM qui a l'amalgame, plus on amalgame, plus on dilue, plus on trouve personne responsable, plus on rate la cible. Mais plus on identifie l'acteur, on identifie la structure, on pose clairement les énoncés, on peut réaliser les choses facilement. Avoir des commissions d'expertise, des commissions de recherche clinique, une revue documentaire des dossiers cliniques. Aujourd'hui, chaque service, c'est lui-même l'expert, c'est lui-même l'acteur, c'est lui-même l'évaluateur, c'est lui-même la recherche. Alors que dans un hôpital, on peut avoir une commission pluridisciplinaire qui va faire avancer l'expertise globale. Et sur ce mot d'expertise, j'ai bien envie de dire un mot sur les projets médicaux. Tout le monde fait un contrat d'expertise en son nom pour la médecine légale, la psychiatrie. Il fait son travail ordinaire, les horaires de travail de l'hôpital avec les structures de l'hôpital et il voit les malades de la justice et il est payé par la justice. C'est pas normal. C'est à l'hôpital de développer une convention d'expertise avec le département concerné. Et l'hôpital va identifier l'acteur, l'expert lui-même ou la commission d'experts, et bien entendu, il va lui faire une remise, une majoration ou une partie variable. Là, c'est une privatisation de service public.
C'est un expert qui fait une convention lui-même avec un autre département ministériel. C'est illogique, mais c'est à l'organisation de l'hôpital de développer un projet médical dans lequel il y a un projet, l'axe d'enseignement et recherche, et à l'intérieur de cet axe enseignement et recherche, on va mettre une commission d'expertise composée de plusieurs experts. Et quand il est sollicité, l'expertise est sollicitée, on définit qui est habilité à rendre cette expertise. L'expertise doit être rendue en titre de l'hôpital à travers l'expert FLAM. C'est comme ça qu'il faudrait. Il y a la commission de recherche clinique, c'est la même chose pour la recherche clinique. L'auteur, producteur de cette recherche ou de cette expertise sera préservé, sera même valorisé, mais ça doit être fait au titre d'une institution et non au titre d'une personne. Les revues documentaires des dossiers cliniques, pour s'améliorer au sein d'un hôpital, il faut avoir cette culture de revue documentaire des dossiers cliniques de l'établissement. Il faut faire un suivi de progression, la publication, je l'ai dit tout à l'heure, au titre de l'établissement et non au titre de l'auteur uniquement, et développer les liens avec les organismes et de recherche. Là aussi, c'est à l'hôpital d'aller prospecter les liens de partenariat pour la recherche qu'au chercheur lui-même. Aujourd'hui, le chercheur lui-même, il travaille et il paye en dollars et en euros pour pouvoir recevoir telle ou telle publication. Alors qu'il y a un budget, c'est à l'établissement de développer, d'encadrer cette activité pour permettre à son chercheur, pour permettre à son expert de faire de l'enseignement, c'est-à-dire le projet d'enseignement et de recherche va valoriser l'établissement. Et il valorise l'établissement à travers l'acteur professionnel dédié à le faire. Voilà un peu l'esprit du projet médical dans un projet d'établissement. Après avoir fait tout cela, ce n'est pas évident, on revient à l'esprit du projet d'établissement, il va falloir prioriser maintenant les activités prioritaires, parce que ce n'est pas tout ce qui a été identifié, inventorié, clarifié, qui sont réalisables et soutenables. Il va falloir prioriser les activités sur la base de la pertinence, sur la base des ressources, sur la base de l'impact. Donc, les activités prioritaires d'un projet médical doivent déterminer les axes de développement de chaque discipline médicale ainsi que l'organisation la plus adaptée, en tenant compte des ressources budgétaires disponibles ou mobilisables. Et il faut avoir une méthodologie d'objectiver cette hiérarchie des activités. Ce n'est pas des rapports de force. Voilà. Ce n'est pas la proximité avec tel ou tel chef de service ou la proximité avec tel ou tel ministre ou la proximité avec tel ou tel directeur. Donc, il y a une démarche méthodologique, scientifique, factuellement vérifiable, solide, qui doit avoir une méthodologie. Et cette méthodologie pour la priorité, et il y a des critères, il faut élaborer des critères, 10 critères pour objectiver cette hiérarchie. La transversalité de la discipline, l'exclusivité, est-ce que c'est exclusif ou c'est développé ailleurs, la qualité de soins offerts, l'épidémiologie, l'éducation et la prévention, qu'est-ce que ça peut apporter, l'enseignement, la recherche, le développement de partenariats, le positionnement et les investissements et l'investissement réalisé. Tous ces critères doivent être tenus en compte pour objectiver, pour hiérarchiser les activités prioritaires ou pas, bien entendu en intégrant l'efficience, la qualité par rapport à ce qui est souhaité. À la fin, il y a une séance d'arbitrage de pondération. Rappelez-vous, quand j'ai parlé du projet d'établissement, il y a ce qu'on appelle de l'alignement stratégique. Il y a des orientations nationales qui ne sont pas discutables au niveau d'un établissement. Elles sont applicables. Parce qu'au niveau national, il y a une politique nationale qui est élaborée. Et c'est elle-même qui sera évaluée. Elle sera évaluée par le degré d'application ou d'applicabilité au niveau du terrain. Donc, il y a ce qu'on appelle le projet médical, qui constitue, je l'ai dit, je le redis, la colonne vertébrale du projet d'établissement. Il doit être centré sur le patient avec un alignement stratégique tant local que national. Local par rapport aux besoins stratégiques sanitaires préalablement identifiés et national par rapport aux politiques nationales élaborées. Il doit être réalisable, évaluable et reproductible. Il doit être basé sur les axes prioritaires à valeur ajoutée mesurable, tant à l'échelle loco-régionale que nationale.
En conclusion, le projet d'établissement doit être en cohérence avec les politiques nationales. Il doit tenir compte d'une réflexion stratégique des établissements de santé. Pour ce faire, il faut avoir un système d'information robuste, intégré, évolutif et interopérable. Là, j'insiste là-dessus, je l'ai mis en rouge. Il faut partager les informations, avoir la culture de partage. Si on n'a pas la culture de partage, on ne peut pas avoir un système d'information, on ne peut pas avoir un projet d'établissement et on ne peut pas avoir un projet médical. Donc, la réussite d'un projet d'établissement, il est liée à la méthodologie et à la participation coordonnée des acteurs. Le projet médical, le cadrage des capacités, la définition des organisations doit être finalisé après l'avant-projet sommaire. Donc, on fait un avant-projet sommaire, on le soumet à discussion, on fait adhérer les gens. Un projet d'établissement basé, bien entendu, est donc un outil de pilotage et de bonne gouvernance. Les directeurs et acteurs hospitaliers ne doivent pas être des bâtisseurs immobiliers. Ils ne doivent pas construire, mais plutôt ils doivent être des bâtisseurs informationnels et des managers de l'activité professionnelle. Pourquoi je dis bâtisseur informationnel? Parce que l'hôpital produit énormément d'informations qu'on n'utilise pas, qu'on ne capitalise pas, qu'on n'analyse pas. Mais si on les utilise, on les analyse, on peut projeter les activités à l'avenir. Donc, il faut que les gens deviennent des managers au lieu qu'ils soient des directeurs. Il faut qu'ils soient des managers au lieu qu'ils soient chefs de service. Et pour moi, la mise en œuvre des articles de la loi 1811 constitue vraiment une opportunité. Et le projet d'établissement dans lequel il y a le projet médical n'est pas une fin en soi. C'est plutôt un début d'une nouvelle dynamique dans la mesure où il va y avoir des évaluations, il va y avoir des réajustements, il va y avoir des inscriptions. C'est cette culture, cette transformation de cette culture qu'il faudrait réussir. Et je termine par cette plaque de faire la différence entre l'égalité et l'équité. Je vous laisse le soin de bien apprécier cette plaque et je vous remercie. J'espère avoir été dans les délais. Excusez-moi si j'ai été très rapide. Allô? 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 Oui, allez. Oui, monsieur Gay. Ça va, docteur? Alors, ça va? Allô? On vous entend. Ah bon? Oui, راني نسمع. Eh bien, très bien. Oui. Eh bien, كمل تعطيك صحة. Nous vous remercions pour cette intervention. Je suis dans les Donc, délais, non? si vous voulez attendre ou donner un petit moment pour poser des questions. Oui, volontiers. On ne vous entend pas. Oui, non, non, le micro est allumé. Allô? 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 Allez? Allô? Oh, c'est pas normal ça. Allô? Oui, allez, je vous écoute moi, hein. Moi, Allô? Allô? Donc, pour les gens qui nous suivent, si vous avez des questions à poser au docteur Green qui a animé la séance, donc essayez de les poser soit dans le chat, ou bien vous levez la main, ou on attaque comme la main pour intervenir directement. Allô?
سلام. شوف راني اون كونفيرونس دوك نعاود لك على نص ساعة. ساعة. دكتور راك تسمع فيا؟ وي موا جو فوز اونتون. دكتور راك تسمع فيا؟ نعم. وي. اش ما راش نسمعوا فيك انت ها؟ علاه؟ جو سي با. Ouais. الميكروفون تاعك هو طافي. Réactivez le microphone تاعك. Voilà, Voilà. maintenant, c'est Là, vous maintenant, c'est nous toi. entendez. C'est toi qui m'as coupé le micro, c'est pas moi. Mais انت ما راش نسمعوا فيك. C'est toi qui m'as coupé. Est-ce que la communication était entendue ou pas? Très bien. Il y a des questions qui ont été Donc, posées. s'il y a des gens qui ont des questions à poser, donc il est temps de les poser. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question. Est-ce qu'il y a des circulaires concernant les recommandations, les directives de cette présentation? Je dois dire, peut-être je ne l'ai pas expliqué au tout début, j'interviens en ma qualité d'enseignant de l'école. Je n'ai pas une instruction du ministère. Pour que les choses soient très, très claires dans l'esprit de tout un chacun. Bien entendu, quand il y aura le texte d'application de la loi, tel que l'article que j'ai évoqué, la section du conseil, il va y avoir des arrêtés. Mais ce que je vous ai dit, aujourd'hui, c'est un cours académique, au titre de l'école que j'ai remercié au tout début. Donc la notion de circulaire ou autre, ça peut provenir de vous. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un article de loi qui vous oblige à avoir les projets d'établissement et un projet qualité. Rien ne vous empêche, bien au contraire, d'initier, de démarrer, de contribuer, de prendre même de l'avance en réalisant ces projets d'établissement en attendant qu'il y ait des circulaires ou autres directives. Oui, Ali? Oui, on attend les questions des participants. Donc, J'ai répondu à la question qui a été posée. Apparemment, on attend s'il y en a d'autres. Bon, sinon, il y a 192 participants. Oui, actuellement. Actuellement, on est à 106. Oui, il y a peut-être qu'il est là, mais. Il est midi, hein? Il est tout à fait midi. Je n'ai pas parlé du projet de bouffe. Vous l'avez oublié. Non, c'est la logistique, c'est la gestion. Et je n'ai pas voulu mettre l'accent, justement, j'ai voulu mettre l'accent sur l'activité médicale et le projet médical qui constitue le cœur, la raison d'être d'un hôpital. La raison d'être d'un hôpital, ce n'est pas de faire du bling-bling. Voilà. Avoir de l'hygiène, une salle d'attente accueillante à l'hôpital, c'est quelque chose d'évident. Je n'ai pas besoin de faire un projet pour cela. C'est même une obligation et une évidence. Mais faire un projet de développement de l'activité pour améliorer la prise en charge du patient, c'est un devoir moral et professionnel. Je pense qu'on s'attire vers la fin. Je vous remercie infiniment. Ça sera pour un présentiel, Inch'Allah, pour qu'il y ait une explication meilleure que le distanciel. Je remercie. Merci pour les participants. Et je reste à disposition, et bien entendu, ainsi que l'école. On remercie même l'école. Nous, l'école vous remercie toujours pour votre apport. Toujours, merci. Vous êtes toujours disponible. Merci. Au revoir. Au revoir.